Je crois que j'ai dit une énorme connerie. Ouais, mais 1892, ça me paraît tôt. Attends. Attends, cut. Non, il y a un truc en 1892, mais je sais plus ce que c'est. Ah ouais, Je crois que c'est 1932 la répète minute. Ah ouais. Ouais. Bon, finalement, on va faire nos recherches Wikipédia pendant l'épisode. Voilà. Et, Non, mais c'est bien. On a envie d'être quand même pas préparé, mais on veut être précis dans ce qu'on vous apporte quand même comme contenu. C'est sûr. Salut Mathieu, Salut Arnaud. ça va? Ouais, et toi? Ouais, T'es toujours un peu enrhumé? ouais, j'ai une crève pas possible, mais bon, je pense que les auditeurs nous pardonneront. Ouais, l'amour du podcast. Ouais, là, je suis prêt à tout pour enregistrer ce premier épisode. Donc, vu qu'on va parler un petit peu d'actualité, de choses comme ça, on peut préciser peut-être juste déjà qu'on enregistre ça fin novembre. Ouais, donner un petit peu le temps où Ouais. on est, parce que sinon, Ouais, si ça sort dans 6 mois, comme ça les gens auront compris que c'est plus vraiment d'actualité, mais bon. c'est ça. Ouais. Mais bon, hier, on est allé faire une petite balade à Genève. Exact, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Ouais, on est allé à un passage très furtif chez Panera et récupérer un papier. Et c'était bien suffisant. Oh, C'était on n'est bien pas là pour dire du mal, hein. Ouais, c'est pas grave. J'ai pas envie d'être gentil. On est allé faire quelques essayages chez Omega, Ouais. Avec dont notamment- un petit coup de cœur. Ouais, un immense coup de cœur. ouais. Ouf. Ouais. Mais je vous le tease pas. Je le garde pour plus tard. On en reparlera. Ouais, je le On en garde pour reparlera. plus tard, Ouais. Faut garder ça sous le coude. Parce qu'on n'a pas grand chose à raconter au final. Donc si on balance tout dans Ouais, l'épisode 1, c'est fini, quoi. Ouais, ça sera vite décevant. C'est ça. Et puis après, on est allé faire un petit coucou aux copains chez Breitling. Ouais, d'ailleurs, on remercie Axel Ouais. pour leur temps hier. Ouais. Ils nous ont reçu, Axel et Marius. Ouais, exact. Donc toujours un petit moment sympa quand on passe faire un petit coucou à la boutique. Mhm. T'as pu récupérer donc ta Breitling dont tu parlais dans l'épisode Voilà. 0. Exactement. Qui Voilà. marchait pas top, mais qui marche maintenant parfaitement bien. Aux petits oignons. Voilà. Donc Ouais. ravi de la récupérer. Elle m'a bien manqué, mine de rien, depuis 2 mois maintenant, à peu près. Non, peut-être pas, 1 mois. Ouais, j'allais dire, tu l'as pas Un mois, depuis ouais, 2 mois, peut-être. ouais. Et Ouais. ouais, je suis content de l'avoir récupérée parce que j'ai grave envie de la porter. Donc, Ouais, non, elle est très chouette. Je crois que je l'avais pas encore vue en vrai avec. Tu l'avais pas vue Enfin, je l'avais vue quand elle était à Joule, mais je l'ai pas vue avec le bracelet Fluco que t'as mis dessus. Eh ben, va falloir que tu regardes ça tout à l'heure. Joli combo. Ouais, Et puis du coup, hier, on s'est dit, bon allez, banco, demain on se voit, on se fait un petit épisode. exact. Et puis on a commencé à se dire de quoi qu'on va causer. Et puis on s'est dit que déjà, on pouvait commencer par parler un petit peu de, on va dire, des sorties ou des sujets principaux de ces quelques mois, depuis la rentrée là, de début d'année. Ouais, depuis début septembre. Enfin, de Voilà. toute façon, l'été est assez calme généralement dans l'horlogerie. Oui, il y a les vacances horlogères, il y a Et moins de puis après, en sorties. septembre, ça bombarde parce que tu as tous les salons. Ouais. Il y a le salon à Genève, justement. Ouais, il y a eu Geneva les Watch Geneva Watch Days. Days, ouais. Il y a eu pas mal aussi de ventes aux enchères. Oui, Donc, c'est vrai. il y a une actu. Généralement, le début d'année, entre guillemets, scolaire, Ouais. est souvent assez riche Carrément. en horlogerie. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être pas parler de tout ce qui s'est passé depuis la rentrée, parce qu'on en a oublié la moitié déjà, je pense. Oh là, malheureusement, oui, quand même. Quelque chose comme ça. Mais on a sélectionné 2-3 sujets qui nous semblaient avoir été suffisamment marquants dans l'actu horlogère. Moi, cette sortie, je vais même sûrement en reparler après, un peu plus loin dans l'épisode. Moi, il y a une sortie qui m'a pas mal marqué en début d'année et qui est pour moi une des sorties sûrement les plus marquantes de cette année horlogère 2022. Ouais. C'est Omega, qui a sorti 2 répétitions minutes. Donc, c'est des chronos Ouais, c'est complexe. high beat. Enfin, j'utilise le langage Seiko, excusez-moi, mais... des chronos, donc 10 alternances par seconde, donc des chronos dixièmes de seconde, comme le El Primero par exemple. En plus de ça, c'est des chronos à rattrapante, couplés à une répétition minute, et la répétition minute ne sonne pas l'heure, elle sonne le temps qui a été chronométré en fait. Ouais, Ce qui est une première en fait. Ouais. À ma connaissance, personne avant n'avait eu l'idée de faire ça. Mais en tout cas, c'est assez exceptionnel dans le paysage horloger.
Puis le reste des matières aussi, de l'or autour, les cadrans. Ce qu'on n'a pas dit sur cette sortie, c'est qu'ils ont fait 2 modèles avec ce mouvement. Une, c'est une Speedmaster en or, cadran aventurine. Voilà. Tout pour te plaire. Ah, celle-là. Il manque des cailloux sur la lunette. La lunette Certi, moi c'était bankable. C'était fini, tu vendais la maison. Je vendais tout là. Ouais, ça suffisait pas la baraque. Je gardais plus qu'un rein, un testicule, tout ce qui était possible de vendre en double, un œil. Tu vois, tout ce qu'on peut se séparer, quoi. J'ai 10 doigts, je pouvais en garder plus que 2 finalement. Tu vois, voilà. Mais ouais, non, vraiment très très belle. Et moi perso, j'ai plutôt un coup de cœur pour celle-là sur les deux. Ouais. Mais l'autre, pas mal aussi, quoi. Il y a quand même un peu de boulot. Ce qui est intéressant sur la deuxième, elle est donc beaucoup plus classique, on pourrait dire, typée vintage dans l'esthétique. Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, Omega, c'est la première marque à avoir fait une répétition minute en montre-bracelet. Ok. En 1892, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Pas tout jeune. Ouais, pas tout jeune, pas trop mal. Ouais. Pas trop mal. Comme, surtout avec les techniques de l'époque. On peut dire que je crois que j'ai dit une énorme connerie. Ouais, mais 1892, ça me paraît tôt. Attends. Cut. Non, il y a un truc en 1892, mais je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est 1932 la répète minute. Ah ouais. Ouais. Bon, finalement, on va faire nos recherches Wikipédia pendant l'épisode. Voilà. Non, mais c'est bien. On a envie d'être quand même pas préparé, mais on veut être précis dans ce qu'on vous apporte quand même comme contenu. C'est sûr. Et on n'aimerait pas se rater quand même de pratiquement 50 ans, quoi. Non, 40 ans. Ça serait quand même vilain, quoi. Ça aurait été un peu gros. Mais donc, en gros, ce deuxième modèle qu'ils ont fait, qui est plus typé vintage, etc., c'est plus un clin d'œil à leur première montre bracelet répétition minute. Et je trouve que c'est assez malin de leur part d'utiliser à la fois leur modèle iconique, la Speedmaster, machin, parce que on a beau dire ce qu'on veut, il y a beau y avoir eu des millions de versions différentes de la Speed. Au final, quand tu t'appelles Omega et que tu fais un chrono, c'est légitime de dire mon chrono, ça va être une Speedmaster. Oui, bien sûr, c'est comme si Rolex sortait un Dayto un nouveau chrono et qu'il ne le mettait pas dans la gamme Daytona. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Quand tu as des sous-catégories aussi fortes dans une gamme de produits, tu es obligé de les exploiter. Après, moi, ce que j'aime beaucoup sur cette Speed, c'est qu'elle réutilise pas le boîtier entre guillemets un peu traditionnel avec les cornes les cornes lyres qui retournent un peu vers l'intérieur. On est vraiment sur un boîtier un peu plus comme la 57, il me semble. Ouais, dans l'idée, on pourrait... Un peu plus tendu, et je trouve qu'elle est résolument assez moderne, je trouve, dans le look. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez bien. Et puis bon, après, le fait d'utiliser leur boîtier, je pense c'est le boîtier en or Sedna. Oui, c'est de l'or Sedna, ouais. Et je trouve que ça lui va, mais à ravir, quoi. Oui, parce que quand tu sors une montre comme ça, tu la fous pas dans un boîtier en acier. Non, mais ils auraient pu faire un or blanc, tu vois, avec l'aventurine. Je trouve que des fois, l'or blanc va mieux. Oui, c'est vrai. Avec la pierre, tu sais, c'est un côté un peu plus froid, puis elle pop mieux. Et là, finalement, cet or un peu rose. Moi, j'ai un faible pour l'or rose. Donc, et je n'ai pas dit de conneries. La première montre bracelet à répétition minute, c'était bien en 1892. Ok. Bah voilà. Et en 1932, je vais continuer sur le site d'Omega, voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu en 32 ? Peut-être rien du tout. Attends, j'y suis. Les fondations de notre héritage olympique. Ah oui, avec leur chrono des JO à rattrapante. Ok. C'est pour ça que j'avais aussi la date de 1932 dans la tête. Pour le rattrapante. C'est incroyable d'avoir pu cumuler les deux. Bah déjà, j'en parlais avec un copain quand la montre elle est sortie. Et quand il a vu qu'elle coûtait, je crois que c'est 450 000 balles, un truc comme ça, il m'a dit « Ah ouais, quand même, putain, je m'attendais pas à ce prix-là. » Je lui ai dit « Bah c'est simple, va voir chez Patek combien coûte juste un chrono à rattrapante. » Déjà juste ça, en or rose. Tout seul. Voilà. Ensuite, va regarder combien coûte une répétition minute. Voilà. Là on sait déjà que ça coûte. Et maintenant, tu fais un truc qui mixe les deux dans un mouvement qui avait jamais été conçu avant. Et ouais, tu te doutes que ça va pas coûter 100 000 balles, quoi. Ça me surprend pas que ça soit ce prix-là quand tu vois l'aspect technique. Maintenant, et là on peut peut-être rentrer dans les choses qui surprennent un peu, je pense qu'il y a des gens qui, en ayant 450 000 balles à foutre dans une montre, pensent pas à aller chez Omega. Non, mais ça c'est sûr.
Parce que si on regarde un nom, une image, etc., Non, mais- Omega, c'est rarement positionné dans ce segment-là, quoi. Ouais, au mieux c'est 100 000 euros chez eux, au plus gros, et encore. Ouais, sur des montres Sur des montres en or, Certi, voilà, sur exact. des trucs comme ça. Mais Ouais. j'ai jamais vu plus. Mm. Maintenant, est-ce que ça me choque qu'ils aient tenté ce pari de le faire? Non, je pense pas, parce que... Enfin, je trouve que c'est bien joué, justement, comme tu disais, parce qu'ils arrivent à rapporter leur savoir-faire, à le valoriser, en disant, bah voilà, nous, on va pas vous la vendre... Enfin, c'est un certain coût. Mm. Et je trouve que c'est bien dans l'idée de cette marque de continuer du développement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu continuer à faire des speeds toutes simples. Mm. Et non, on pousse quand même, on laisse... Alors j'espère que c'est plutôt aux équipes, mais de leur laisser la liberté de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de fou, quoi. Ouais, et en même temps, c'est pas juste on fait un truc fou pour dire qu'on a fait un truc fou. Non. C'est que ça prend racine dans leur histoire. Ouais. Avec cette première montre bracelet répétition minute, Exact. avec les chronos rattrapantes pour la chronométrie des Jeux Olympiques. Mhm. Il y a une cohérence historique quand Ouais, et même. puis ça fait un vrai mash-up en fait. Et je Ouais. trouve que Omega, en tout cas dans les marques fortes en ce moment, je trouve que c'est une marque qui prend dans son passé. Ouais. Alors, peut-être des fois un peu trop avec la speed, Oui. où ils nous la rabâchent. Et ils se sont calmés quand même. Ils se sont calmés parce que maintenant ils ont fait des Swatch X Omega, mais ça on verra autre chose. Mais je trouve qu'ils arrivent toujours à aller dans le passé et à le faire revivre sans faire des choses un peu trop, je dirais pas juste comme des fois Longines, je prends exemple basique, comme peut faire Longines en ressortant un modèle qui datait du catalogue années 80 ou années 70, ils repondent la même montre, quoi. Oui. Et sans forcément faire plus. Ouais. Ça me dérange. Omega, ils arrivent toujours à se dire qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Intéressant, ouais, Voilà. c'est vrai. Et après, par contre, la question, alors je sais pas parce que j'ai pas regardé, mais le mouvement, est-ce qu'il est avec leur fameux grade métas, etc., ou là c'est vraiment, c'est pas un coax. J'ai vraiment pas regardé le. Alors, si je dis pas de toi, t'as regardé bêtises, c'est bien coaxial, ça je suis sûr, déjà. Ouais, donc ils mettent vraiment toute leur techno quand même dedans. Donc c'est propre d'avoir un chrono, sans même parler du côté répétition minute, d'avoir un chrono haute alternance coaxial. C'est déjà beau, hein. C'est déjà une première parce Putain. qu'ils ont jamais fait, ou en tout cas jamais commercialisé, de chrono à haute fréquence, et d'autant moins, ça se dit ça, d'autant moins, avec c'est comme d'autant le plus. coaxial. Ça se dit d'autant plus. C'est d'autant plus, mais dans l'autre sens. Voilà. Et ça c'est déjà balèze. Ensuite, si je dis pas de bêtises, c'est toujours résistant à 15 000 Gauss. C'est incroyable. Et en plus, si je dis pas de conneries, toujours pas, c'est certifié METAS. Non mais c'est ouf. Donc au-delà de l'aspect purement technique du mouvement, dans le sens complication, c'est foufou. Mais en plus, c'est un truc qui va être ultra fiable, ultra précis, etc. Ouais, qui va être robuste. Ouais. Alors que des fois, tu peux avoir genre des répètes minutes ou des rattrapantes comme ça, même un mix des deux, et encore, ça n'a jamais existé, qui n'ont pas cette robustesse, entre guillemets. Ouais, c'est Tu pour vois. ça. Donc, moi, je trouve ça... ils ont vraiment repoussé fort. Mais après, voilà, j'ai pas regardé vraiment les specs, l'épaisseur, la taille aussi. Alors, ça reste des beaux bébés. Hein. Ouais, ça reste des costauds. Ouais. Bon, après, il faut arriver à se dire qu'il faut loger, en fait, toutes ces complications. Ah bah, c'est clair. Et forcément, ça prend de l'épaisseur, quoi. Ah bah, c'est évident. Donc, c'est moi, évident. ça me choque pas plus que ça. Mais je trouve que sur ces deux modèles-là, ils ont vraiment... c'est pour moi, ces 6 derniers mois, c'est les 2 plus belles sorties. Enfin, en termes d'impact et puis, purement horloger, je parle. Pour l'impact, je pense que ce qui a rendu cette sortie impactante, c'est qu'à mon avis, pas grand monde s'attendait à ce qu'Omega sorte un truc comme ça. Non. Quand 6 mois avant, et on en reparlera après, je pense, on avait Swatch qui faisait les Moon Swatch. Exact. Et que 6 mois après, Omega te balançait. Ils sont passés de 250 € à 450 000, quoi. Ouais, ils ont fait x2000. Donc, non, mais ça fait un gap. Mais c'est là que tu arrives à voir la puissance entre guillemets, du Swatch Group. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent à te produire des montres à 90 balles ou allez, même une Flic-Flac, ça doit être 40 €. Et ils peuvent aller te pondre même des Harry Winston ou des trucs vraiment au million. Ouais. Et je trouve que c'est impressionnant, la puissance qu'ils ont. Alors justement, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça fait le pont avec le dernier truc que je voulais dire sur cet Omega. C'est que le mouvement a été conçu en partenariat avec Blancpain. Ok.
Et même si tout est assemblé chez Omega, même si c'est que les horlogers d'Omega qui bossent dessus, etc., c'est deux montres, en tout cas, c'est un mouvement qui est sorti de cette collaboration au sein du Swatch Group entre les horlogers de la section haute horlogerie d'Omega et les horlogers de chez Blancpain. Et c'est pas là. Ils ont raison de faire ça et de mettre... c'est l'intérêt d'être dans un grand groupe comme ça, c'est que tu peux cumuler des forces, des compétences, etc. Ouais. Mais je trouve que c'est assez intéressant que l'horlogerie, parce que tu as certains domaines comme dans l'automobile, où tu as des groupes genre avec Ferrari, Fiat, Alfa, etc., où ça communique pas autant, ou bien on le sait vraiment pas, mais t'as pas ces échanges-là. Ouais, ces synergies. Ouais, ces synergies, c'est exactement ça. Et là, qu'arriver un groupe horloger aussi gros que celui-ci arrive à développer comme ça. Tu vois, tu m'as dit Blancpain, mais j'aurais dit que c'était... je pensais Breguet au début. Ouais. Tu vois, les mecs de chez Breguet qui avaient vraiment aidé. Non, je crois que c'est parce que chez Blancpain, ils s'emmerdaient, ils savaient pas quoi faire. Ouais, bah, c'est vrai que la 50 Atoms, après 25 milliards de rééditions, au bout d'un moment, peut-être un peu chiante. Et puis les Villeray sont mortes, donc voilà. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et donc c'est là que tu vois la puissance du groupe, tu vois. Donc maintenant, on a parlé un petit peu de Omega. Comment ne pas parler de Rolex? Parce que dès qu'ils sortent quelque chose, c'est l'événement de l'année. Bien sûr. Mais là, je crois que ça mérite qu'on en parle. Ouais, c'est savoir est-ce que c'est un événement ou un non-événement, pour le coup. C'est vrai. Parce que est-ce que celle-ci, il y aura spéculation ou non dessus? Ah bah forcément. C'est Rolex. Bon, c'est vrai. Mais là, ça sera quand même assez drôle, parce que là, on va vraiment voir les spéculateurs à ceux qui portent vraiment les montres. Parce que c'est clair. Parce que pour le coup, celle-ci, Arnaud, elle est... gigantissime. Voilà, c'est un pavé. Ah ouais. C'est un billon. C'est inattendu, quoi. Ah ouais, c'est... Tout à l'heure, on en discutait, tu disais que Omega, plus tôt dans l'année, avait sorti la Ultra Deep. Voilà. Il faut dire avec une grosse voix. Exact. La Ultra Deep, donc, qui est déjà une montre bien bâtie, on va dire ça comme ça. Il faut avoir les poignets. C'est du 45,5, c'est bien épais, etc. C'est 16 ou 18 d'épais, je crois. Ouais, un truc comme ça. La version titane sur le NATO, je crois que c'est 18. Ouais. Pour moi, ça aussi c'est un sujet dont je voudrais reparler après, mais pour moi c'était un peu la réponse d'Omega à la Deep Sea et à ces modèles-là. Derrière, Rolex surenchérit. La petite gifle. Alors bon, on se doute qu'ils n'ont pas vu l'Omega et qu'ils se sont dit « Ah ben on va faire mieux ». C'est un truc qui devait être dans les tuyaux depuis quelques années vu le temps que prennent les choses chez Rolex. Ouais. Mais ils ont sorti donc cette monstruosité dans le sens positif du terme, je vais dire, tout récemment, qui est donc une montre qui est sortie pour les 10 ans de la plongée dans la fosse des Mariannes de James Cameron. Ok. Puisqu'il avait accroché une Rolex sur son petit sous-marin qui est descendu se poser au fond de la fosse des Mariannes, donc en 11 000 et quelques mètres. Le truc qui est différent, sur lequel Rolex insiste beaucoup avec cette sortie, c'est que c'est pas un proto, c'est une montre commerciale. Ouais, c'est ça. Et de réussir à industrialiser et commercialiser une montre comme ça, c'est assez foufou. Ils ont même dû modifier les machines de la Comex qu'ils avaient pour tester l'étanchéité des montres. Enfin bon. Bah, c'est là où ils repoussent en fait, vraiment la partie technique, parce que la partie étanchéité, je suis pas sûr qu'elle soit plus compliquée, dans le sens où ça reste des joints, les verres, etc. C'est mécanique. Enfin, pour moi, c'est pas très compliqué parce que c'est dans le sens où c'est mécanique. C'est du calcul. Oui. C'est pas forcément. Mais par contre, faire l'outillage derrière pour de la grande série, faire une montre épaisse et étanche, réellement. Pour moi qui fais des étanchéités dans mon métier au vide et autres, etc. Ouais, c'est pas ça qui t'impressionne le plus. C'est pas. Voilà, c'est des règles il y a des règles de design qui sont établi et on doit faire ça comme ça, point, terminé. Tu vois, ça me choque vraiment pas. Ok. Y a des techniques et tout, donc ça m'impressionne pas. C'est après, par contre, d'avoir ton point de vue. C'est clair que l'outillage pour tester ces montres, pour monter ces montres, pour pareil, usiner les boîtiers, le titane ça reste chiant à usiner, donc et puis c'est une première pour Rolex. Pour Rolex aussi. D'un point de vue commercial, il y a eu un proto il y a 1 an ou 2. Ok. C'était pour, je me rappelle même plus qui c'était ce mec parce que je le connais pas, mais ils avaient fait un proto d'une Yachtmaster en titane. Ok.
Donc c'est pas la première, je sais, on chipote sur les mots, c'est pas la première Rolex en titane. C'est la première Rolex commercialisée en titane. Impressionnant. Excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, tu parlais du non, titane, mais en fait, de l'usinage et tout. Non, mais en fait, quand on parle de complexité, là, si je reviens à Omega, justement, pour moi, la complexité horlogère, c'est plutôt à rendre les choses petites et fines. Ouais. Je le vois plutôt, tu vois, faire des choses grosses, réellement, par rapport à mon métier, ça me paraît absolument pas compliqué. Par contre, faire du petit portable et qui ressemble à une montre, ouais, ça a toujours été. Tu vois, récemment, là, je rebondis rapidement. Hein, j'ai regardé sur un compte Instagram que je suis, c'est Seiko. Seiko Taku ? Non, ça c'est pas. Non, ça c'est toi. Non, c'est Seiko Auction ou un truc comme ça. Et justement, il montrait une bague avec un mouvement, avec une montre. Donc tu tournes le petit cabochon et t'as la montre Seiko dessous. Ouais. Et je me suis dit, là, tu vois, pour moi, donc en plus ça devait être un mouvement manuel, c'est pas une pile à l'époque. Non. Et là, je me dis, ouais, là, il y a de la technique. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça l'intérêt de l'horlogerie. Faire des trucs énormes. Ouais, je comprends. Ça me choque pas. Après, le process Indus, c'est différent. Ouais. Ça, c'est intéressant. Bah, c'est chouette d'avoir ton point de vue, ton regard professionnel sur ça, parce que j'avais pas vu les choses comme ça, même si il y a le côté industrialisation, c'est vrai que parler d'outillage, de tout ça, c'est chouette. Donc, dans les autres sujets récents, il y a le Grand Prix d'horlogerie de Genève, le GPHG. Ouais. T'en penses quoi, toi, du GPHG ? Alors, écoute, je suis partagé dans le sens où je trouve que c'est bien, parce que ça permet de mettre en lumière certaines petites marques à tous les budgets. Ouais. Tu vois, Peterman Beda, ça leur a apporté un peu de lumière. Siga Design, la marque chinoise, ça leur a apporté, pas une renommée, mais ça permet d'intégrer ces marques en Europe. Donc je suis vraiment heureux et je trouve que c'est vraiment bien pour l'horlogerie. Je trouve que ça fait avancer le débat. Après, comment dire, c'est une nouvelle fois, c'est trop d'avis de gens à gauche, à droite. On a tous le nôtre en fait. Donc est-ce que ça a un intérêt ? Ce qui est beaucoup reproché aussi, c'est que souvent c'est des gens de l'industrie. Souvent c'est aussi des journalistes. Ouais. C'est des gens qui, s'ils disent du mal ou s'ils votent, tu peux vite faire et défaire une réputation, j'ai l'impression, tu vois. Oui, mais ce qui est souvent reproché, j'ai l'impression, c'est que ils sont jugés partis un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Et que quand t'es journaliste, que tu vis parce que telle et telle marque te fait bosser, etc. Bien sûr. Forcément, tu vas aller voter pour les marques avec lesquelles tu as des affinités, etc. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à redire avec le GPHG, et en même temps, je suis comme toi, en fait, je suis partagé. Il y a plein de choses critiquables, et en même temps, je trouve que c'est quand même assez sympa, et c'est assez cool, et c'est un événement assez chouette. Je trouve mais t'as l'impression qu'ils font des catégories pour faire plaisir aux marques, pour être sûr que tout le monde ait un prix. Tu dis pour catégoriser un peu tout le monde aussi, parce que mais t'as des catégories genre catégorie iconique. Ça veut dire quoi ? Tu mets que des Nautilus, des Royal Oak. Ça, c'est que des modèles qui ont au moins 50 ans, des Reverso, des trucs qui. Donc, ouais, il y a des trucs comme ça. Je sais pas. Pourquoi toutes les marques ne participent pas ? Est-ce que c'est vraiment juste de faire un grand prix et de fêter en pompe d'avoir gagné le prix de la plongeuse de l'année quand Rolex et Omega ne participent pas au concours, bien sûr, tu vois. C'est ça. Donc, puis c'est bizarre parce que tu vois, Rolex participe pas, mais Tudor il participe. Ouais. Tu te dis, pourquoi vous voulez pas venir jouer ? Enfin, je trouve que c'est comme tu dis, ça manque d'objectivité et donc du coup, ça dessert comment dire ces remises de prix et cette bonne intention en fait de vouloir mettre en lumière et puis de vouloir faire avancer l'horlogerie. Après, je trouve que ce qui est sympa, c'est, il y a le côté humain, comme tu disais, de mettre en avant des personnes, de mettre en avant des marques, de mettre en avant des indépendants, etc. Ça, c'est chouette. Mais je trouve qu'on se prend au jeu à regarder quelles montres ont été sélectionnées, laquelle on préfère, de dire alors moi je pense que c'est elle qui va gagner, mais moi j'aurais pas voté pour elle, j'aurais voté plutôt pour elle, tu vois, parce que machin. Ah mais après c'est comme dans tout ce qui est comme dans tous les concours. Ouais, il y a un côté jeu un peu. Bien sûr, ça pourrait être le top chef de l'horlogerie, que ça serait pareil quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment dans la réalité, et tu te prends tout de suite au jeu. Et c'est en ça que il leur manque pas grand chose, je pense.
pour devenir un moment de l'année majeur, en fait. Ouais. Tu vois, avant, il y avait ça Baselworld. l'est déjà, quand même. Ça allait... Tu vois, trouves pas moi, réellement... Alors après, peut-être que je regardais pas avant énormément, mais depuis qu'on se connaît, je commence à regarder. Ah, ok. Avant, je regardais absolument pas. D'accord. Après, je suis aussi toujours partagé, mais alors là, on rentre dans le détail de chez détail. Ouais, mais ça, c'est ce qui te caractérise. Ça fait plusieurs fois que c'est Edouard Baird qui présente l'émission. Enfin, l'émission, tu vois, je dis l'émission comme si c'était une émission de télé. Je trouve qu'en fait, le choix du présentateur, il est vraiment à l'image. J'ai la même relation avec Edouard Baird que j'ai avec le GPSG, où je suis hyper partagé. À avoir envie d'aimer, mais avoir des choses qui me dérangent, tu vois. Pour moi, Edouard Baird, c'est un peu T'as le côté un peu bobo parisien, le mec qui fait rire les boomers légèrement réac, tu sais qu'on va se faire des ennemis, là. Hein. Tu commences sur des fois notre cœur de cible. C'est pas grave. ça fait boomer de droite, un peu réac, cinquantenaire, machin, etc. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est un mec qui est brillant, c'est un mec qui est très drôle. Enfin, moi, Mission Cléopâtre, quand il fait son truc, c'est un film avec lequel j'ai grandi, tu vois, donc, tu vois, j'ai cette même relation avec le GPSG où je me dis, il y a un côté fun, il y a un côté cool, j'aime bien, etc. Et puis, il y a des trucs qui me plaisent pas. Et qu'ils aient un présentateur pour lequel j'ai le même genre d'émotions partagées, je trouve ça assez marrant. Mais ça fait totalement écho, du coup. Je trouve que c'est un... Ça résume parfaitement. Ouais, c'est un bon choix de présentateur par rapport à ça. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, en y pensant, ça m'a fait un petit peu sourire, quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'il en a pas grand chose à foutre de l'horlogerie, et ça, c'est peut-être ce qui me gêne un petit peu plus. Ouais, ou qui cache beaucoup, peut-être. Ouais, ou alors c'est peut-être juste le côté un peu détaché. Le côté parisien, quoi. C'est ça, le côté parisien. mais tu vois, cette année, j'ai trouvé touchant quand Grand Seiko, ils ont gagné le prix de la chronométrie pour le tourbillon. J'ai trouvé ça super chouette que le président de l'horlogerie du groupe Seiko ait donné la parole à celui qui a créé le mouvement. Ok. Parce que ce mec qui a créé le mouvement, Kawa Uchiha, il s'appelle. Ce type, c'était un gros geek des montres. Ok. Il avait commencé des études d'ingénieur, il a fini, il a commencé à bosser, il s'est dit non, mais en fait, j'ai envie d'être horloger. Il a fait une formation pour devenir horloger, il a été embauché à la sortie de l'école par Seiko. Ah ouais. Et d'ailleurs, fait assez rare, il n'a pas été formé par Seiko. D'accord. Parce que d'habitude, Seiko, il forme en interne. Lui, il a été formé... extérieurement et après récupéré par Il a fait le WOSTEP à Tokyo, en fait. Ok. Et le type, quand t'allais sur son LinkedIn, je sais pas si c'est toujours le cas, dans les trucs qui suivaient, c'était MBNF et genre son groupe de rock où il est guitariste, un truc comme ça, tu vois. Et le type, c'était simplicité. C'était son rêve ultime, tu vois, de faire une montre folle, etc. Et qui est le boss de Seiko, qui faisait déjà un petit speech qui était rigolo. Il dit je m'excuse aux clients qui ont acheté le tourbillon parce que l'horloger, je l'ai pris avec moi à Genève pour qu'ils reçoivent le titre et du coup il est pas en train de faire votre montre, donc elle aura un peu plus de retard, désolé. C'était déjà rigolo. Là, surtout venant des Japonais, c'est ça. C'est pas eux qui sont... Et après que l'horloger vienne, que ce soit lui qui récupère le prix. Incroyable. Et qui fasse un petit speech, et tu sentais qu'il était ému, il y avait vraiment de l'émotion dans sa voix, c'est comme etc. si ton bébé, en gros... Ouais, il était ému, il était fier, et ça rejoint ce que tu disais au début sur le GPSG. En fait, ça met des gens en avant, ça met des marques en avant, ça. Et pour ça, je trouve ça vraiment cool. Bon, je pense que niveau actu, on a déjà largement assez parlé. C'est pour ça qu'on pouvait pas parler de tout. C'est qu'on est un peu bavard. Bien sûr. Mais voilà, je pense que c'était déjà pas mal de couvrir ces sujets assez importants du début de l'année. Exact. Alors après, l'autre chose qui me semblait intéressant à faire en cette fin d'année, c'était un petit bilan de cette année 2022. Ouais. Donc je pense on en a discuté un peu avant de lancer l'enregistrement. Encore désolé pour mon ébouché. Un des trucs qui a caractérisé cette année 2022, on était d'accord tous les deux pour dire que c'était... alors, il y en a qui appellent ça la hype, il y en a d'autres qui appellent ça la folie, il y en a d'autres qui appellent ça la débilité, la connerie. Ouais. Mais ce début d'année, où les choses sont parties en couille, mais complètement. Quoi. Ah bah bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu verrais comme étant l'incarnation même de la débilité de la débilité qu'il y a eu sur tout le début de l'année? Bah d'ailleurs, ça fait un peu la débilité, et d'un côté, ça rejoint un peu une question que tu me poseras, enfin qu'on débattra un peu plus loin, sur la montre de l'année. Ouais.
Je pense que c'est la Swatch avec la collaboration avec Omega, qui est une débilité monstre dans le sens où les gens ont fait la queue pour quelque chose qui n'était pas limité ni dans le temps ni dans la production, avec des prix de revente sur le marché secondaire totalement débiles, parce qu'il y a des exemplaires qui sont partis à plus de 2000 €. Sérieux? Ouais. Et la cote actuelle moyenne reste aux alentours de 400-500 €. Ouais. Alors que il suffit d'attendre et d'aller au bon moment à la boutique pour l'avoir. Enfin, tu vois, c'est là où j'arrive pas à piger. Mais d'un autre côté, et ça on le débattra plus loin, ça reste une des sorties de l'année. Ouais. Mais voilà, pour moi, ça symbolise la débilité. Ouais. La démesure, ouais. Moi, alors, je triche un peu parce qu'elle est sortie en décembre 2021. Ouais. Mais pour moi, quand je pense à la folie du début de l'année, je pense à la Nautilus Tiffany's. Ok. Qui est pour moi un des symboles de l'envolée des prix. Alors, on pourrait parler des prix de Rolex, parce que ça fait la même chose. Bien sûr. Mais il y a eu un engouement autour des Nautilus, autour des Royal Oak avec les modèles 50e anniversaire, autour de Rolex, autour de plein de trucs, où j'ai l'impression que c'est cette folie-là sur les prix très élevés qui a eu l'impact sur la Moonswatch en fait. C'est-à-dire que pour moi, s'il n'y avait pas eu toute une folie horlogère juste avant la sortie de la Moonswatch, ça se serait peut-être pas passé de la même manière, tu vois. Et je pense que c'est les gens qui se sont dit il y a du blé à se faire en horlogerie parce que regarde la Nautilus, parce que regarde les Rolex, combien ça coûte, qui se sont dit celle-là, ça va faire pareil. Toute proportion gardée. Non, mais puis c'était accessible surtout. Et en plus, c'était accessible. Parce que la question, c'est tu peux jouer à la spéculation ou à la folie sur une Nautilus, mais faudrait-il encore pouvoir l'avoir? Et puis une fois que tu peux l'avoir, faut les sortir, je sais plus combien elles coûtaient. Bon, je sais pas, une AP, ça doit être 40. Faut pouvoir aller les poser sur la table. Alors que là, tu te dis, grosso modo, c'est 250 €. 250 € pour des personnes normales. C'est ni plus ni moins qu'une paire de chaussures. Une belle paire de chaussures. Grosse paire de chaussures. Mais quand tu regardes aujourd'hui le boom qu'il y a sur la sneaker, justement, où tu te dis 250 €, c'est une paire de Jordan. Et ben voilà, les gens se sont dit, il y a un ticket à se faire sur des Jordan. Ok, mais là, il y a un gros ticket à se faire sur une Omega avec une collaboration avec Swatch. On tente le coup. Et tu as raison de parler des sneakers parce que la plupart des gens qui ont essayé de se faire un billet avec tous ceux qui sont un billet, c'était que des mecs de la sneaker, justement. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'horlogerie est arrivée à copier un modèle qui vient d'une autre passion. Enfin, pas forcément la mienne, mais qui vient d'une autre cible. Et c'est la sneaker, justement. Et je suis même pas sûr qu'ils aient fait exprès. J'en sais rien. J'en sais rien parce que, tu vois, tous ces systèmes d'allocation de montres... pareil, tu vois, j'écoutais un très bon... pas un très bon, non. J'écoutais La Boiserie. Thierry Minot. Et j'écoute... Puisqu'il allait parler avec un Da Vinci... une boutique à Paris, un mec avec qui, je pense, il travaille, il achète des montres. Et justement, lui faisait le parallèle de dire que l'horlogerie avait créé ce mode de consommation, c'est-à-dire tu dois consommer chez ton AD pour être mis sur liste d'attente, etc., etc. Et moi, je pense pas. Je pense l'inverse. C'est l'automobile, avec Ferrari et Porsche, justement, qui ont créé ça. Et l'horlogerie s'en est pas inspirée, parce que l'envolée des prix un peu folle, ça fait quoi, 4-5 ans que ça c'est parti. Tu vois, Ferrari, typiquement... Je prends l'exemple, si tu veux avoir une LaFerrari, donc un modèle qui a quasiment 10 ans maintenant, il fallait que tu sois très bon client de la marque, et ou avoir la F50, la F40, la Enzo dans ton petit garage, quoi. Tu vois, et je me dis, l'horlogerie, elle arrive à s'imprégner de codes externes à son domaine pour, d'un point de vue marketing, arriver à vendre différemment. Ouais, c'est intéressant. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai eue, et là, le coup de l'Omega, je me suis dit, putain, mais... Il y a un boom de la sneaker depuis 2-3 ans. Voilà, boum, ils ont pas copié, mais c'est une collab comme tu pourrais avoir une collab entre Louis Vuitton et je sais pas moi, Nike ou Dior et Nike. Tu vois, des marques qui sont aux antipodes budget et qui arrivent à se matcher sur un produit.
et bim, ça marche. Et là, ça cartonne, ouais, c'est clair. Tu vois ? Après, moi, l'autre chose qui m'a marqué cette année dans les grandes tendances, on va dire, c'est le phénomène exactement opposé à ça. C'est que je trouve que c'est le retour de bonnes affaires, de prix plus raisonnables et du fait que les prix bas soient pas forcément mal vus. Parce qu'à une époque, une montre bien, c'était une montre chère. Et maintenant, il y a des trucs qui m'ont vraiment surpris. Ouais. Ne serait-ce que, encore une fois, la Moonswatch au final. Que tout le monde, même des grands collectionneurs, même des gens qui ont des montres qui coûtent très très cher, en ont une. Furlan Marie, l'année dernière, ça avait été un petit peu ça, aussi, etc. J'avais oublié. C'est le signe que une belle montre n'est plus forcément toujours... ou une montre désirable n'est pas toujours une montre chère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tout à l'heure, tu as évoqué Christopher Ward, qui a sorti une montre incroyable il y a quelques semaines. Pour quoi, 3000 et quelques balles. Tu as une montre qui sonne le passage de l'heure chaque heure, avec un mécanisme visible côté cadran. À la MBF, on va dire. Voilà, un petit peu rapidement à la MBF. Juste pour la petite blague, je suis tombé hier sur une Chopard, une LUC qui s'appelle la Strike One, qui a la même complication, où juste elle sonne une fois au passage de l'heure, elle coûte 68 000 balles. Ouais. Voilà. Donc Christopher Ward fait la même complication avec des grosses guillemets et il la propose à, je crois que c'est un tout petit peu moins de 4 000 € une fois que tu as la TVA, les machins, les trucs, tu vois. Non mais c'est incroyable. Et puis esthétiquement, elle est canon. Enfin. Bah pareil, tu vois, pour rebondir, on parle de la Bayo aussi. Voilà, je l'avais mise dans la liste aussi, la Bayo. Bah, typiquement, un tourbillon à 5000 francs suisses. Un tourbillon Swiss made. Ouais. Et du vrai Swiss made. Hein. C'est Olivier Maury qui fabrique le mouvement. C'est un mouvement hyper robuste qui résiste à je sais plus combien de G pour les impacts, au magnétisme, au machin. Non, mais c'est incroyable. C'est un vrai tourbillon, très bien fait. Tous les composants de la montre viennent d'un rayon de je sais plus combien de kilomètres autour de Neuchâtel. Et il la propose à 5000 balles, quoi. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte, je pense que c'est à deux vitesses. C'est-à-dire que tu as des marques qui vont partir dans des folies marketing, où vraiment on va chercher, comme tu dis, avec Patek, à chercher vraiment que la hype et avoir le produit finalement le plus, je dirais pas bankable, mais qui va susciter le plus d'envie. Et tu as des marques comme Bayo, comme Furlan, comme cette Christopher Ward, qui vont revenir à un truc beaucoup plus essentiel et beaucoup plus pragmatique en fait. Et je trouve ça, et c'est ça, je te rejoins, cette année, c'est vrai qu'on a plus, ça revient plus fort que les autres années où finalement on avait que la hype Rolex, la Trinité, quoi. Ouais, c'est ça. J'appelle ça, mais... Dans ces montres-là, moi j'ai mis la Madone aussi. Ouais, tu vois. Alors exact. La bleue, il l'avait sorti l'année d'avant parce que c'était celle pour ceux qui étaient déjà clients, machin, mais la rouge, le tirage au sort, c'était cette année. D'ailleurs, tirage au sort, un peu comme tu peux acheter des Jordan, ce tirage au sort, c'est exact. On refait le parallèle avec la sneakers aussi. Mais la Madone, je trouve que ça montre une volonté de l'industrie horlogère de faire des trucs super cool à des prix accessibles. Bien sûr. Parce que MBNF se disent, et je trouve ça génial, mais qu'ils se disent, bon, nos montres coûtent un prix qui les rend accessibles qu'à une très limitée partie de la population. Donc on va faire un truc qui est tout aussi cool que ce qu'on fait, mais juste débrouiller pour que ça coûte 3000 balles au lieu que ça en coûte 150. Voilà. Je trouve ça génial. Bien sûr. Et franchement, cette Madone, elle est géniale parce que tu ressens l'ADN et la folie de MBNF. Bah bien sûr, fou. Dans une montre accessible. Et je trouve ça super honnête de la part de Max Busser de dire, mais moi j'adore les montres que je fais, mais mes potes ils peuvent pas se les acheter. Donc j'ai envie de faire une montre qui soit tout aussi cool, mais que mes potes puissent s'acheter, quoi, et que ma famille puisse s'acheter, et que je puisse m'acheter, etc. Mais je trouve ça bien que tu as encore des horlogers qui ont envie de le faire, en fait. Tu vois, Patek aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie de le faire? Audemars? Non, mais parce que c'est des marques tellement anciennes, tellement installées, c'est pas... Je suis d'accord. C'est pas pareil, tu vois. Je pense qu'ils pour le coup, eux, se tireraient une balle dans le pied en faisant ça, je pense.
Bah, je sais pas, parce que tu vois, regarde, si je prends l'exemple de Rolex, ils ont créé Tudor pour rendre accessible l'univers de la marque. Tu vois, pourquoi Patek pourrait pas proposer des choses un peu plus... Je dis pas de faire des modèles à 3000 balles. Hein. Ouais. Voilà, on reste logique. Mais ça commence à quoi une Patek ? 15, 20 ? Ouais, on est dans ces eaux-là. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui leur empêcherait de faire déjà un truc à 10 ? Ouais. Tu vois, une Calatrava, 3 aiguilles, boîtier acier. Simple. Ouais. Tu vois, mouvement automatique ou même manuel. Alors, truc basique, quoi. Je sais pas, le monde du luxe, c'est comme un truc particulier. Et je pense qu'une vieille marque installée depuis très longtemps, si elle veut se lancer dans quelque chose d'autre, de plus accessible, machin, etc., c'est particulier. Le truc, c'est que les marques qui se permettent de faire ça, c'est soit des nouvelles marques, soit des nouvelles marques, en fait. Ouais, des jeunes qui veulent faire aussi un peu... Ça permet aussi de faire du buzz. Enfin, oui, tu vois, la aussi. MBF, quand tu sors la MAD, tu réattires une lumière sur la marque. Bien sûr. Qui est incroyable. Mais c'est comme l'horloger japonais Hajime Asaoka, qui faisait des tourbillons, des trucs qui coûtaient une blinde, etc. Il devait en faire 10 par an, un truc comme ça, et encore. Et d'un coup, il s'est mis à faire Chrono Tokyo, des montres qui coûtent entre 500 et 5000, on va dire. Puis là, et ça cartonne plus que jamais, quoi. Ouais. Mais encore une fois, c'est une marque jeune. C'est une Est-ce petite que marque, une maison comme Patek, si elle faisait ça, est-ce qu'elle ferait pas une bourde Mais le truc, c'est que aujourd'hui, le fait qu'il y ait plein de marques qui redescendent un peu de leur piédestal et que cette folie de faire toujours plus est en train d'être contrebalancée par des nouvelles marques, par des micro-marques, etc. Je pense que c'est plus un vrai changement de paradigme et vraiment un changement profond de l'industrie horlogère, plus que de se dire les grosses marques qui existent depuis toujours devraient s'y mettre. C'est qu'à mon avis, c'est des marques qui suivent d'autres schémas, d'autres fonctionnements à l'ancienne, et qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place. Et c'est un truc qui va amener à être switché. Et est-ce qu'il y a des marques qui vont réussir à suivre ça ? Est-ce que les vieilles grandes marques vont rester dans ce vieux luxe, entre guillemets, et qui aura un nouveau type de luxe? Je sais pas, j'ai strictement aucune notion en marketing, donc je suis pas après, c'est la compétent question, pour c'est de parler savoir ça, mais... si ces marques-là doivent le suivre. Tu vois, pour moi, une Patek, si on prend celle qu'on a pu essayer il y a 15 jours, moi, ça doit rester comme ça. Ça doit pas... Je ne les vois pas aller sur autre chose. Pour moi, c'est grande complication, quelque chose de très classique. Ouais, si c'est pour faire un indémodable, en fait. Si c'est pour faire comme AP qui se met à faire des montres... avec une panthère sur le cadran, bon Dieu. Ouais, avec un tourbillon à la place des couilles et tout ça. Non, mais voilà, ça me... Moi, je trouverais ça dommage. Mais après, il faut savoir se réinventer et ne plus rester dans la folie de l'ultra-luxe et d'aller toujours plus loin, plus dans le délire. Mais après, ça s'appelle la classe. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... Patek, c'est une image de... C'est même le luxe, ok, mais c'est vraiment le classicisme pur, quoi. Ça doit pas déroger de ça. J'ai vraiment pour moi, c'est une des marques que j'arrive pas à toucher, en fait. Ouais. Tu vois, vraiment... autant AP, ça me choque pas qu'ils le fassent, parce que bon, ils ont déjà fait des horreurs. Quand tu regardes les offshore et autres certaines... Mon Dieu que c'est pas très joli, hein. Ça dépend. Ça dépend lesquels, ça dépend. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, Patek, pour moi, ça reste un éléphant qu'il faut pas toucher. Ouais. J'ai ce mal à faire, enfin, j'y arrive pas. Bon, du coup, pour faire un bilan de cette année de manière un peu plus fun, je t'ai envoyé hier quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. Moi, j'ai pas trop réfléchi, hein, je t'avoue. Ouais, bah c'est bien, tu réfléchiras devant le micro, ça sera spontané au moins. Ouais, ou je vais peut-être même pas réfléchir. Tu vois Homer qui rentre dans la haie, ou avec le singe qui tape des cymbales dans la tête. Ouais, exactement. ça peut se finir comme ça, Arnaud. Hein, tu me connais, donc. Non, ouais, je me disais que ça serait bien qu'on fasse chacun un peu le bilan de ce qui nous a marqué cette année. D'accord. Avec des petites questions rapides. Hier, ça, tu m'en as parlé spontanément et c'est de là que m'est venue l'idée, en fait. Pour toi, est-ce qu'il y a une marque qui a bien réussi son année en termes de sortie, de stratégie, etc., qui t'a agréablement surpris cette année ? Une marque à gérer ? Eh ben, alors, je sais pas s'ils ont géré, comme tu dis, mais pour moi, il y a la marque Breitling. Ouais. Cette année qui, un peu comme le Phénix, renaît. Ok.
Je trouvais que c'était une marque qui était en perte de vitesse, vraiment, ces dernières années, où ça surfait sur le Navitimer, ça sortait des choses très très grosses avec la type 8, je crois, l'Aviator. Des choses vraiment très volumineuses. Ouais. Et là, cette année, c'est aussi depuis l'arrivée de George Kern. Donc, on aime ou on n'aime pas le personnage. Mais je trouve qu'il a insufflé vraiment quelque chose. Et il y a l'envie de sortir des nouveaux modèles. Alors, peut-être un peu trop. Ok. Parce qu'ils ont sorti quand même la Navitimer, le nouveau. Ouais. Ils ont sorti toute une gamme premier qu'ils ont revu quasiment de fond en comble. À part la 3 aiguilles qui n'a pas évolué depuis 2-3 ans. Mais ils ont sorti le Datora, ils ont sorti le chrono avec le rattrapante, avec le poussoir intégré dans la couronne. Enfin, vraiment un paquet de modèles. Et puis les plongeuses, là. Les plongeuses aussi. Ouais, il y a encore les Super Océans qu'ils ont remis au goût du jour. Et là, ils viennent de terminer l'année avec un tourbillon premier qu'on a pu voir hier qui est à un prix inaccessible pour nous, mais qui est à 50 000 en or blanc et 60 000 en platine, je crois, qui a un prix pas si délirant pour un tourbillon, pour un tourbillon en métal précieux. Exact. Et vraiment, ils sont arrivés à renouveler une marque entière. Enfin, vraiment, je trouve tous les sous-modèles ont été remis au goût du jour. Toutes les gammes, en fait. Et je trouve en ça que Breitling a vraiment été très fort. Ok. Moi, j'aurais dit Omega. On en a pas mal parlé. Alors, je mettrais un bémol quand même. Je vais commencer par le bémol et puis après, je dirai les trucs qui m'ont plu. Alors, le bémol, c'est est-ce que tu dis Omega parce que t'as vraiment envie d'avoir une Omega en ce moment ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de parti pris, Arnaud, là-dessus? C'est tout à fait possible qu'il y ait Est-ce que tu deviendrais comme certains journalistes? Déjà? Non, parce que je suis pas payé, moi. Ah ouais, mince. Non, alors il y a clairement un côté hyper subjectif, mais je l'assume. On est là pour dire des choses complètement subjectives, bien sûr. donc ça va. non, mais c'est clair. Le truc qui me dérange, c'est que si on regarde un petit peu tout ce qu'ils ont sorti cette année, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils suivent Rolex. Ouais. Ils te sortent des nouvelles Aquaterra avec des couleurs un peu 38, pastel en 38. Ça ressemble un petit peu quand même au Oyster Perpetual avec une date en plus. Sorti avec la date en plus. Et 2 mm et machin. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est pas tout à fait. Non, mais ça suit la même logique, on est d'accord. Mais voilà, on est dans la même logique. Ils sortent des speeds en or que je trouve incroyables, que je trouve magnifiques. Qui nous mettent. Mais quand tu les mets à côté des Daytona en or, et ben tu te dis qu'il y a quand même une petite ressemblance. Ils sortent une grosse plongeuse dont on a parlé tout à l'heure avec un cadran bleu et noir dégradé, même si elle est aussi en blanc et orange, même si elle est aussi en d'autres couleurs machin. Leur plongeuse iconique, ils la sortent en verte. Ben tiens donc, c'est bizarre. Donc à chaque fois, je trouve que c'est des super sorties et je trouve qu'elles sont cool et je trouve qu'elles sont chouettes. Et à chaque fois, ça fait suiveur un peu, je trouve. Ouais, mais en fait, moi, c'est même pire que ça. C'est que quand je vois la Seamaster verte, je me dis, pourquoi vous voulez faire une Hulk, quoi? Pourquoi vous avez pas besoin de ça, en fait? Bah, c'est ça. C'est ce qui me et tu vois, et c'est ce qui me dérange quand ils arrivent à te sortir un chrono rattrapante, répète minute, enfin tout ce qu'on veut, et qu'à côté ils te sortent une OP38, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, mais malgré tout, leurs positionnements tarifaires sont toujours aussi excellents. Franchement, c'est monstrueux. Ils arrivent à ne plus sortir des trucs dans tous les sens comme ils faisaient avant. Ils sont vachement calmés sur la speed, etc. Ils vont plus à l'essentiel, je trouve. C'est plus maîtrisé. Ouais. Et puis à chaque fois, ça reste des chouettes montres quand même. Tu vois, même si je serais pas client de toutes leurs sorties et de tous leurs trucs, à chaque fois, ils font des trucs vraiment chouettes. Ils font des trucs à des prix qui sont sensés et compréhensibles. Leurs montres sont disponibles tout de suite. Franchement,
Pour moi, cette année, c'est l'année où vraiment je me suis de plus en plus intéressé à Omega, et c'est peut-être pour ça que je parle d'eux, parce que c'est la marque que j'ai pris en affection cette année. Certes, il y a des trucs qui me dérangent. Certes, il y a des trucs où on se dit, mais pourquoi vous sortez ça? Genre là, ils viennent d'annoncer une Seamaster avec un cadran, je sais pas si c'est de la vraie météorite, ça ressemble à de la météorite, et une lunette Certi dégradée vert et jaune. Incroyable. Et tu dis, mais pourquoi vous faites ça, les mecs? Ouais, vous en avez pas besoin. Par contre, c'est super cool. Ouais. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais j'adore. Mais tu vois, moi, dans ton analyse, ce qui transpire, c'est que ça me fait penser à l'ensemble du Swatch Group. En fait, tu as des pépites partout, dans toutes les marques. Ouais. Certina, Hamilton. Tu vas dans chacune des marques, tu as une petite pépite qu'il faut aller chercher. Ouais. Un super rapport qualité-prix, entre guillemets. Et sans le chercher, hein, vraiment. Mais un truc joli qui match. Et en fait, j'ai l'impression que Omega, ils arrivent à faire ça dans, je dirais pas toute leur gamme, mais sur toute la marque, en fait. Ouais. Et tu vois, cette marque, pour moi, elle résume tout le Swatch Group. Vraiment de se dire, ok, on a une gamme folle, mais dans chaque gamme, on arrive à vous proposer un petit truc. Ouais. Tu vois, genre, typiquement ce qu'on a vu hier, la World Timer. Ouais. Donc, c'est l'immense coup de cœur pour moi, très récent. Bah ouais, c'est une pépite, quoi. Ouais, alors, ouais, le clair. budget, il est ce qu'il est, ok. Mais très sincèrement, la rouste, quoi. Ouais. Tu vois, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une année intéressante pour Omega. c'est une année riche, hein. Ouais. Je te rejoins. Une montre qui t'a marqué cette année. Alors, c'est pas forcément l'élection de la montre de l'année, mais une sortie où tu t'es dit, putain, ouais. Eh ben, écoute, je suis partagé entre deux. Alors, moi, je t'aurais dit la Omega Swatch. Ouais, Moonswatch. La Moonswatch. Parce que grâce à ça, mine de rien, ça met du beurre dans les épinards pour Swatch Group. À mon avis, ils sont bien contents. Voilà. Et puis, autant te dire que le chrono qu'ils ont fait, Omega, ça l'a aidé aussi à financer la R&D. Donc, Ouais, parce que, alors je me rappelle plus, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que les ventes de Speedmaster ont explosé. Cette année, c'est plus 40%. Ouais, non, mais c'est la folie. Donc ceux qui disaient, oh là là, ça va ternir l'image de luxe de la Speed. Que dalle. Que dalle, vous aviez rien compris. Ouais. Encore pire, ça a été l'effet inverse. Bien sûr, il y a plein de gens qui se sont dit, j'adore cette montre, maintenant je veux la vraie. Voilà. Donc j'aurais dit ça pour le côté business. Et l'autre avec laquelle t'hésitais la Royal Oak. Parce que c'est l'année du Royal Oak. Et pour moi, en termes d'icône horlogère, ça reste, si j'avais les moyens, ça reste une montre que j'aimerais avoir. Je comprends. Je connais quelqu'un qui a réussi à en toucher une, là. Ouais. Il n'avait pas encore reçu la montre, qu'il avait déjà un pote qui lui proposait 100 000 balles pour la racheter. T'imagines. Bref. Et toi? Moi, c'est la Seiko 5 GMT. Ouais. Mais alors là, encore une fois, c'est purement personnel. C'est juste parce que je l'ai acheté, que je la trouve géniale. Mais elle est monstre cool. J'en veux une. Elle est terrible pour le prix, pour 400 balles ou un peu moins si vous connaissez quelqu'un. Une montre franchement géniale. Pour moi, la meilleure évolution de la SKX 007 qui s'est fait pour l'instant. Moi je dirais que c'est l'évolution de la SKX. Ouais. C'est vraiment sans être une plongeuse du coup, mais non, c'est pas grave en fait, je m'en fous. Toujours le même boîtier et puis finalement la recette de ce qui marche chez Seiko en fait. Tout ce qu'on veut. C'est ça. Tu vois. Moi ça résume parfaitement cette montre. Elle a été en rupture de stock un petit moment, je crois qu'il recommence à livrer un peu, donc elle a vraiment eu du succès. Et pour moi c'était la belle réussite de cette année. Je pense que ça sera le prochain petit plaisir, la petite friandise que je vais m'offrir. T'as raison. Ouais. En orange, je pense que ça va être... Ouais. Après, je voulais quand même mettre le chrono chime, donc les chronos Omega, là, dont on a parlé en long, en large, en travers tout à l'heure. Et puis quand même une montre qui m'était aussi passée, qui était un peu passée sous le radar pour moi, mais qui a dû passer sous le mien aussi. Hein. J'ai eu la chance de discuter avec l'horloger qui assemble cette montre récemment, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une tuerie incroyable. C'est la Chopard Full Strike Saphir. C'est une répétition minute que Chopard a sorti, si je dis pas de bêtises, cette année. Ils avaient déjà sorti la Full Strike avant, qui est une répète minute. Je ne suis pas un expert de Chopard, pardonnez-moi si je dis de la merde. Mais on adore. Mais c'est une répétition minute où en fait les gongs sont taillés dans le saphir
le verre de la montre, si tu veux. Et au lieu de taper des gongs en métal, ça tape des gongs en saphir. Et du coup, ça donne un son ultra cristallin de ouf. Et ça casse pas ? Ça casse pas. C'est fait pour. Et c'est tellement une tuerie que quand la montre a été annoncée au premier salon où ils ont été, je crois, il me semble quelque chose comme ça, il y a Thierry Stern qui allait les voir et qui les a félicités. Ah ouais. Monsieur Répétition Minute, parce que c'est pas une légende, hein, toutes les répétitions minutes qui sortent de chez Patek, elles sont validées par lui. Donc le son d'une répétition minute pour lui, c'est hyper important. Mathieu est en train de regarder des photos de la Ah ouais. Ouf. C'est cochon. Et donc le son est incroyable parce que ça tape sur du saphir et c'est un son hyper cristallin. Ah par contre c'est quand même des marteaux en métal. Ouais, c'est des marteaux en métal qui tapent sur des gongs en saphir. Oh là là. Ah ouais. T'approuves mon choix, c'est bon. Mais on l'a pas vu passer celle-ci. Ouais, hein, c'est fou. Mais parce que comment Chopard... c'est possible qu'on voit pas passer des choses pareilles ? Mais Chopard, il bénéficie d'une image de marque qui ne fait pas des montres, quoi. Ouais, ou qui font que des bijoux, quoi. Ouais, ou que des millias, malheureusement. Ouais, voilà. Alors on a toujours la même image de Chopard. Ils ont un savoir-faire horloger qui est quand même costaud. Et franchement, pour sortir un produit comme ça, moi je dis... déjà, ne serait-ce qu'un boîtier saphir. Ouais. Tu peux les compter, à mon avis, sur les doigts d'une main, les marques. Ouais, qui en font. Ouais. Donc non, franchement, moi, grand ça... respect, magnifique, ouais. Belle découverte, Arnaud. Grosse sortie de l'année pour moi. Merci. Une marque que tu aurais aimé voir plus en 2022 ? Ouh là là, très belle question. Que j'aurais aimé voir plus voir, j'aurais dit Nomos. Ok. Alors ça, c'est parce que j'aime beaucoup cette marque, premièrement. Mais finalement, ils sont restés dans quelque chose... Alors là, tu me prends vraiment à dépourvu. Mais ils sont restés dans quelque chose de très facile. C'est-à-dire qu'ils ont décliné leur modèle de club en différentes coloris. Ils n'ont pas vraiment créé beaucoup de choses, à part leur big date sur la métro, avec un cercle extérieur dans le chemin de fer pour l'affichage de la date. Voilà, pas trouvé qu'ils avaient fait beaucoup. Après, c'est une marque qui est jeune, qui a à peine 20-25 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui, cette année, se sont fait tout simplement dévaliser. Ah ouais ? Ouais, là, chez Nomos, c'est minimum 6 mois de délai. Ok. Donc, pour une petite marque qui produit, je crois, 20 à 30 000 montres par an, c'est énorme. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils sont arrivés finalement au niveau de certaines grosses marques. Ouais. Mais voilà, ils m'ont déçu dans le sens où je m'attendais un peu plus, sachant que tous les ans, ils viennent avec un nouveau modèle. Donc, ouais. Voilà. Ok. Intéressant. Spontanément, j'aurais dit Nomos, pour le coup. Moi, j'aurais dit Glashütte Original. Ouais, aussi, ouais. Parce que c'est une très belle maison. Bon, en gros, grosso modo, tous les chleux. Enfin, non, mais faut le dire, tous les Allemands, toutes les marques allemandes, cette année, il n'y a rien. Ouais. Lange, il y a quoi chez Lange ? C'est ce que je me suis posé comme question. Je crois pas qu'ils aient fait de monstres. Il n'y a rien. Glashütte, je crois que j'ai juste vu la 70s. Ok. Attends, c'est pas Panomatique, non, c'est la 70s. C'est le chrono avec, tu sais, cette forme un peu boîtier de TV, là. Ouais. Je crois décliné en couleur. Je crois que j'ai vu un bleu turquoise, un jaune dégueu, jaune citron moche à vomir. Ouais. Et là, ils ont sorti un vert, je crois, ou un bleu. Donc, ouais, il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est dommage parce que je trouve qu'ils font des trucs incroyables. Après, j'avais mis Minase aussi. La petite marque japonaise dont on vous parlera dans l'épisode spécial Japon. Ils ont... Alors, là, c'est pas tant que j'aimerais qu'ils aient sorti plus de trucs, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de... Pas de hype, mais qu'ils aient un peu plus le spotlight sur eux. Parce que je trouve qu'ils font des produits vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Ils ont un design qui leur est propre, des belles finitions. En fait, je trouve qu'ils l'ont eu, le spotlight, mais qu'ils l'ont pas saisi. Ah ouais ? Tu vois, ils ont pas sorti une collab avec Fratello. Oui. C'est Fratello. Ouais, il y a eu une collab Fratello. Ouais. On n'en a pas entendu tellement parler. Ouais. Alors qu'elle est vraiment très cool. Très jolie, ouais. Tu vois, et en plus, pour le coup, elle revient sur un boîtier un peu plus... classique européen, je dirais, moins fou comme leur 5 ou 7 Windows. Ouais. Et je trouve qu'ils n'ont pas saisi le... C'est un peu ce qu'on avait discuté quand on a visité la marque, quand on a visité... Quand ils sont venus à Genève. Quand ils sont venus à Genève nous présenter leur modèle. Ouais.
J'ai pas trouvé une sorte d'envie de faire beaucoup plus, en fait. Ok. Tu sais, de se mettre en avant. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça qui est compliqué avec les Japonais, c'est que se mettre en avant, c'est pas leur truc, quoi. Ouais. Et là, je pense que les deux Suisses qui ont repris ça, c'est pas eux qui sont à la tête de la marque, ils distribuent la marque en dehors du Japon. Donc ils doivent faire ce qu'ils peuvent pour essayer de pousser la marque à se mettre en avant, faire des trucs. Mais je pense que ça doit être énormément de boulot de faire bouger une petite équipe de Japonais qui sont en haut de leur montagne, au fin fond de la campagne. Bah, t'as l'impression qu'il y en a un qui rame dans un sens et l'autre dans l'autre, quoi. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai avec cette marque. Mais en tout cas, c'est une très belle marque et j'espère qu'ils vont être. Dans le futur. Ouais, exactement. Une autre question pas facile. Un truc en rapport avec l'horlogerie qui t'a fait marrer cette année? Alors, un truc qui m'a fait marrer, tout ce que Periscope a sorti. Ouais. Periscope ou même peut-être tout ce qui finalement, tu vois dans les ventes aux enchères chez Sotheby's ou... Ouais, tous les trucs très douteux. Chez Philips. Attends, c'est Philips? Ouais. Des cadrans de Daytona ou des trucs qui devraient pas être comme ça. Ou des gravures qui n'étaient pas là, puis tac, du jour au lendemain, ouf, elles sont apparues. Un petit million en plus. Voilà, donc je dirais ça, mais dans le côté drôle, c'est un peu rire jaune, quoi. Ouais. Bah, moi, rien de raciste là-dedans, bien sûr. C'est aussi un petit peu le rire jaune qui n'est pas du tout raciste. C'est un truc qui est arrivé là tout récemment. Il y a une marque, alors je sais même plus comment ils s'appelaient avant, ils se sont rebaptisés Ingénieux, ce qui est quand même du foutage de gueule rien que pour le nom. Ingénieux? Ouais, c'est cette fameuse montre où le haut c'est une Nautilus et le bas c'est une Royal Oak. Ah, dégueulasse. Oh. Mais The le pire, Human Centipede version horlogerie, quoi. Mais tu sais que c'est sold out en plus, ce truc. Ah non, mais ça se vend comme des petits pains. Mais il y a Mondani, Giorgia Mondani. Ouais, non, mais c'est ça. Quand on fait la promo, je lui dis, mais arrête tes conneries, quoi. Donc le mec qui a acheté cette marque ou qui est à la tête du truc, c'est un Italien, c'est le cliché du riche Italien avec un style... Puttagino, Il a le droit de faire ça parce qu'il est italien, Mathieu, donc ça marche. Ah oui, moi j'ai le droit, hein. Non, attendez, s'il vous plaît. Et le type, cheveux longs, blancs, moustache, un look un peu extravagant, etc. Sur son Instagram, il est en photo avec des influenceurs de l'horlogerie, genre Goldberger, Watchanish, etc. À chaque fois, les mecs, on dirait qu'ils sont pris en otage, tu sais, ils ont un sourire tout gêné. T'as envie de leur tendre le journal, tu sais, pour faire la photo. Ouais, juste cache-toi derrière, je voulais juste passer tes petits yeux. Il y a Horological Dictionary, qui est un compte de mèmes et de trucs humoristiques en horlogerie, qui a vu qu'il allait avoir une ingénieuse encore plus dégueulasse que le reste parce que cadran Tiffany's, et parce que ça suffit pas, t'avais un QR code sur le cadran qui t'envoyait vers un NFT de la montre. Donc mais tous les trucs qui me filent la gerbe en horlogerie dans une montre, tu vois. Bah, tu sais, en fait, ça me fait penser, tu te souviens de la Moser qu'ils avaient créée comme ça? Oui. Tu sais, avec tous les codes de... Oui, mais ça, c'était du foutage de gueule, tu vois. En fait, voilà, Moser se moquait de l'industrie. Ouais. Tu sais pas si c'est vraiment du vrai ou... Et du coup, quand Horological Dictionary a vu qu'il y avait Philips qui allait en vendre une, avec le soutien de Giorgia Mondani, etc., le mec, il a dit, je vais faire une levée de fonds, on va participer aux enchères, on va essayer de la gagner pour la détruire. Et genre, le mec, il avait prévu de faire une cérémonie à Genève où ils allaient couper la montre, la brûler, la jeter dans le lac, etc. Toujours plus. Appelle Elon, tu l'envoies sur la Lune. Et en fait, ça m'a fait marrer. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont participé. Il a réussi à lever des fonds, mais... parce que les gens, ils savent plus quoi mettre dans quoi mettre leur argent. Non, parce que les gens étaient prêts à payer pour qu'on détruise cette merde infâme. C'était ça. Ah bon, alors ça va, si c'est comme ça, oui. Ah non, c'était juste ça le but. C'était d'acheter la montre pour la détruire. Pour lui chier dessus littéralement, tu vois. Et du coup, l'enchère la plus basse, c'était genre 6000 francs, je crois. Et il avait dit, je veux avoir 6000 francs. Et en fait, il y a des gens qui ont donné beaucoup plus. Et il a quand même pas eu assez pour pouvoir remporter la montre. Mais ça a fait un buzz de ouf, etc. Et au final, elle s'est vendue genre 36 000 balles, je crois. Et il a rendu les sous. Et oui, les gens... non, quand même... Mais le mec, il avait tout prévu, une cérémonie à Genève, tout un truc et tout, pour pouvoir détruire cette immondice, cette infamie horlogère, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait marrer. Tu vois, j'avais pas vu passer. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question pour toi, mon petit Mathieu?
Ça rejoint un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure, une marque que tu aurais aimé plus voir en 2022. Là, c'est une montre qui aurait mérité plus de succès. Plus de succès en 2022 ? Ouais, une montre qui, selon toi, a pas eu le succès mérité, qui est passé un peu sous le radar. Ouais. Eh ben, écoute... écoute, ouais, moi tu vois, une nouvelle fois j'aurais dit Nomos pour le coup. Ah ouais. La club, alors c'est pas pour jeter des fleurs à notre ami Manivelle de femme, mais la Néomatique club, je sais pas quoi, la cadran bleu, là, la 42 mm, je trouve qu'on en a peu parlé et c'est une excellente montre. Ouais. Alors, bien trop grosse en termes de taille, maintenant ils l'ont sorti en 38. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La 38, elle a l'air très chouette. 38 37 38, mais 38 comme la club normale. C'est elle qui est bleue ouverte, hein, c'est ça. Ouais. Et celle-là, on n'en a pas entendu parler. Et... Ouais, moi je l'ai vu pas mal passer sur Instagram, tu vois. C'est vrai ? Ah bah tu vois, comme quoi... selon les gens... Ouais. Mais je dirais celle-là. Tu vois, on en a très chouette. La 38, et c'est réellement pour le coup, pour avoir eu la 42 en main. Ouais, elle mériterait d'avoir plus de succès, c'est vrai, je suis d'accord. Pour le... Vraiment, tu vois, hier on discutait avec notre ami justement Edouard là, qui vient de s'offrir une très jolie montre, et dans son budget d'environ 3000 €, et ben celle-là c'était une sérieuse concurrente, je pense. Et réellement, elle en donne beaucoup pour le prix. Donc ouais, je dirais que pour moi, j'ai pas vu beaucoup de revues, je dirais de ça. Pour moi, il y a une montre incroyable qui est sortie cette année. Ouais. Et je sais même pas si ça a bien marché pour eux en fait. Ok. C'est une collab entre Frédéric Constant et Peter Spickmarin. La marron ? Marron et bleu là. Ah ouais, mais c'est incroyable ça. Moi je l'ai adoré. C'est un quantième perpétuel avec un design assez ouvert, etc. qui a été revu par Peter Spickmarin. Ouais. Et c'était que sur précommande pendant un certain temps, etc. Elle était à un prix raisonnable pour un joli cupé. Mais je crois qu'elle était sold out, hein, celle-là. Ouais. Il me semble qu'elle a été sold out. J'espère pour eux qu'elle a été sold out parce que on n'en a toujours pas entendu parler. Alors, est-ce qu'elles sont pas encore sorties d'usine, etc. Pour moi, c'est une montre, on l'a vite oubliée en fait. Et j'espère qu'elle va faire un peu plus de bruit quand elle va arriver au poignet des possesseurs parce que je la trouve géniale. Ouais, t'es allé loin là. Et parce qu'en plus, Peter Spickmarin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un événement que j'ai organisé. C'est quelqu'un de passionnant, quelqu'un de très classe, de très cultivé, très intelligent, et puis un horloger de renom, un très très grand horloger, qui a maintenant son projet avec The Naked Watchmaker que je trouve absolument génial. Enfin, incroyable. C'est vraiment une belle personne, un bel horloger et un beau projet avec Frédéric Constant. Et c'est pour ça que j'espère qu'elle va avoir du succès, cette montre. Pour conclure, tu vois quoi comme tendance se dessiner l'an prochain ? Ah, la fameuse question. La question Madame Irma sortait votre boule de cristal. Eh ben, c'est ce qu'on disait justement avant d'enregistrer le podcast. Et je trouve que l'horlogerie, ils sont pas très fins sur les... sur les sorties ou sur les tendances qui vont poindre le bout du nez l'année d'après. Et en ça, tu vois, on a eu les cadrans bleus, on a eu les cadrans verts, on a eu des cadrans orange pour les plongeuses. Enfin, et là très clairement, ça va être les lunettes Certi. Hein. Les lunettes Certi et les cadrans avec des diams, quoi. Là, on y va, quoi. Et le Daito Rainbow... je crois qu'il y a beaucoup de marques qui vont le décliner. Moi, j'attends la version Zénith. Ouais. Je suis très joueur, parce que c'est pour ça que je l'intègre là. Mais j'attends la version Zénith impatiemment, parce que je pense qu'ils vont tous y aller. Mais ils ont déjà fait des défis El Primero 21, un peu comme la Ultraviolet que j'avais. Ils en ont fait des Certi avec plein de couleurs différentes, etc. Je pense que je vois le même truc que toi, le retour sur le devant de la scène des montres Certi. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'ai appris à cause de toi à vraiment apprécier ça. Ouais. Et puis c'est un véritable métier d'art, en fait, le sertissage et le choix de la pierre, la joaillerie qui est derrière. Et ça, je pense qu'on pourra en discuter avec mon ami Florian, qui est bijoutier joaillier.
et qui serait peut-être ravi de faire une petite intervention dans le podcast. Ça serait passionnant, je pense. Parce que lui, il a bossé pour Jacob, justement, sur la Million Watch. Bon, celle de Cristiano, là, avec tous les diamants sertis sur partout, là. Et tu vois, ça va vraiment dans cette optique-là. Et je pense, moi, je les vois vraiment bondir là-dessus. Parce que, la montre en acier, Genta Look, ça s'essouffle. Réellement. Une fois que tout le monde l'a fait, tu vois, ils ont Tissot a plié le game cette année avec la PRX et on n'en a pas parlé dans les mondes de l'année et je pense qu'elle l'aurait mérité aussi. Et elle est sortie l'an dernier, c'est pour ça. Alors, cette année, il y a eu les 35 mm et le chrono. Exact. Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler, c'est que celle qui a vraiment plié le game, elle est sortie l'an dernier. Ah, bien joué alors. Mais t'as raison, sais, ça reste trop fort. Une grosse sortie de cette année et t'as raison, elle a plié le game. Mais tu vois, elle a tellement tout cassé que finalement les marques, j'ai l'impression qu'elles sont obligées de repartir un peu de zéro. Et qu'est-ce qui manquait et qui n'avait pas été refait depuis très longtemps, c'est les diamants, c'est la baguette, c'est les cadrans sertis. Pareil, les cadrans en pierre. Tu vois, on a Louis Erard qui a refait des cadrans en aventurine, en pierre aussi, la malachite, la verte. Donc peut-être ça va se dessiner là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'une autre tendance, ça va être que Tudor va continuer à niquer le game. De toute façon. Ils ont niqué tout. Enfin, pour le coup, à part Nomos qui peut rivaliser sur les mêmes gammes de prix, et encore en proposant des produits totalement différents, d'un autre esthétique, Tudor, ils sont en train de tout rafler. Ouais, depuis des années. Tu vois, pour moi. Et cette année en particulier, je trouve qu'ils ont cartonné. Ouais, on n'en a pas parlé dans les marques, mais pour moi, ils ont poussé GS à aller plus haut en termes de positionnement tarifaire. Pour moi, ils sont pas sur le même segment, donc je pense pas que ça soit eux qui aient poussé GS à aller plus haut. Ok. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ils sont devenus tellement puissants sur ce segment tarifaire-là. Le segment que 3. C'est compliqué entre 3 et 5 000. Allez, entre 2, 5 et 4, pour moi. Parce qu'avec la Royale qui a même pas 2, punaise, ils ont raflé tout l'entrée de luxe, on va dire. C'est eux, quoi. Enfin, pour moi. Et c'est là où je dis GS, avant, tu avais encore certaines choses dans des prix à 3, un peu moins de 3. Aujourd'hui, tu n'as plus grand-chose, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça. Je dis pas qu'ils les ont poussés plus haut, je dis juste qu'ils ont tellement tout raflé. Ouais, ils ont pris tellement de place dans ce segment-là. Regarde, tu regardes même Omega. Il n'y a plus rien. Omega, maintenant, si tu veux un truc abordable, c'est à 6 Master. Et t'es à 5. T'as peut-être non, les Quatera, c'est le même prix. Ouais, t'es dans ces eaux-là, Donc, tu vois, ils ont tellement tout raflé en dessous, ils ont mangé tout le gâteau. Donc j'espère qu'ils vont vraiment continuer. Et puis après, je pense une autre tendance, je sais pas si toi tu le ressens aussi, j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus de quartz, mais de quartz fait intelligemment, différemment, etc. Cette année, il y a Omega qui a sorti une nouvelle X33 pour la mission sur Mars. Il y a Furlan Marie qui a sorti des chronos quartz qui cartonnent. Bien sûr. Très dernièrement, je sais pas si tu as vu, il y a 2 Béthune qui a sorti un truc un peu bizarre. Ah non. Où en fait. Celle qui fait de la lumière ? Non. Comme les chaussures quand tu marches quand t'étais enfant. Ah non, c'est pas celle-là. Là, ça me fait penser à la Casio que mon père avait quand j'étais gamin, qui a une petite ampoule sur le cadran. Bref. Non, ils ont sorti un truc où en gros, tu portes une espèce de montre à quartz pendant 3 semaines ou 1 mois, je crois. Ok. Qui enregistre des données sur tes mouvements, sur l'accélération, la position de la montre, etc. pendant les quelques semaines où tu la portes. Et après, ils utilisent ces données-là pour régler ta de Béthune mécanique. Incroyable. Sur le papier, c'est assez foufou. Il y a un article de Watches by SGX qui explique un peu les questions qui se posent par rapport à ça. Et c'est assez légitime, je trouve. Il dit en gros, tu portes une smartwatch pendant 3 semaines, parce que c'est un peu le truc qui te file. Et après, est-ce que ça change vraiment fondamentalement le réglage de ta montre mécanique ? Parce qu'au final, un bon réglage, c'est un bon réglage, point barre. Donc, bref, je comprends. Je suis pas assez pointu en chronométrie et en réglage pour pouvoir prendre part au débat. Mais je trouve que c'est une utilisation intelligente du quartz. Ah bah, carrément, ouais. Pour dire, voilà, on peut utiliser le quartz à des fins quand même horlogères. Donc tu vois, je trouve que le quartz est beaucoup moins décrié qu'avant. Bien sûr, tu regardes même la Swatch, la Moon Swatch. Hein. Oui, tout simplement, la Moon Swatch. Une des journes qui a eu un gros succès ces dernières années,
Alors j'ai oublié son nom, mais c'est un modèle à quartz. C'est la forme un peu tonneau, là. Ouais, exactement. Qui est une jolie montre qui a pas mal de succès. Qui a beaucoup de succès, même, je crois, parce que il y a des listes sur celle-là, surtout. Parce que c'est leur entrée de gamme, il me semble aussi. Exactement, ouais. Donc j'ai l'impression que petit à petit, le quartz est en train de revenir, toujours de manière un peu intelligente, toujours de manière un peu différente. Mais je pense que le quartz va continuer à se refaire une petite place dans l'horlogerie. Ouais, je suis d'accord, ouais. Voilà. Est-ce que ce sera une tendance ? Je sais pas. Peut-être pas, mais... Mais je pense qu'on va en voir, comme tu dis, un peu plus. Je pense qu'au fur et à mesure des prochaines années, gentiment, tranquillement, ça va venir. Mine de rien, GS qui se fait une place de plus en plus importante en ayant du spring drive et du quartz, c'est aussi une forme de démocratisation du quartz. Bien sûr. Donc je pense que petit à petit, cool. on devrait voir des quartz un peu différents. Ouais, intéressant. Bon, ça me semble être un petit bilan pas mal de cette année 2022 d'un point de vue un peu personnel. On a sûrement oublié plein de trucs, il y a sûrement plein de choses incroyable, dont on n'a pas parlé. On a même oublié des tonnes. Mais au moins, on a parlé de ce qui nous a parlé cette année, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Puis du coup, on invite nos auditeurs pour 2023 à savoir si nos prédictions étaient justes. Ouais. Voilà, de nous jeter des pierres si vraiment c'est vraiment planté. Les diamants baguettes, il n'y en aura pas. Les cadrans sertis, il n'y en aura pas. Exactement. Voilà, libre à vous de prendre les paris, de tenir les scores et puis de nous dire à la fin de l'année où on en est. Quoi. On fera le bilan à la fin de 2023 et puis on verra tout ça. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que, juste quand même pour conclure, un dernier point qu'on n'a pas encore évoqué mais qui me semble indispensable pour faire le bilan de cette année 2022. Pour moi, quand même, la meilleure nouvelle de tout le monde horloger et de tout cet univers qui nous passionne. Les prix baissent. Ah non, c'est pas ça. Non, malheureusement pas. Oh mince. Non, pour moi, vraiment, la grosse news incontournable, c'est le lancement de notre podcast. Ah oui. Voilà. Mais ça, comment y échapper Comment on a fait pour Non mais comment, bien sûr. Je pense que ça va changer à tout jamais le visage de l'horlogerie. Ah de toute façon, une nouvelle fois, on n'a pas un ego surdimensionné, donc... On est juste des réalistes. Voilà, on est juste dans l'air du temps, et c'est sûr, on va venir plier le game. Ça. Je pense qu'on va vraiment changer l'horlogerie de manière D'ailleurs, j'espère que toutes les marques nous ont écoutés. Qu'ils ont pris note. Qu'ils ont vraiment pris bien note, comme tu dis, et que ça sera répercuté. Hein. J'attends du changement. Ouais, je suis d'accord. Donc tous les CEO... vous êtes les bienvenus déjà. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Exactement, on sera ravis de vous aider. Allez, et bien sur ce... Sur ces belles paroles, je crois qu'on a un premier épisode dans la boîte relativement complet. C'est clair. Et puis, prochain épisode avec un invité. Allez. Et puis on a un petit dossier Japon sous le coude aussi qui sortira sûrement... après notre invité, je pense. Comme ça fera le lien avec cette personne, justement. Ouais, complètement. Donc voilà. Allez. Comme on dit, la suite au prochain épisode. Allez, à tout bientôt. À la prochaine. Tchuss. Ciao, ciao.